Manchette. Un colloque Action économique à Alma le 22 mars. Les députés péquistes recherchent une concertation régionale. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce web journal du mardi 20 février 2018. La région métropolitaine de recensement de Saguenay est l'une des 2 seules sur 33 à avoir connu une baisse démographique depuis 2013. D'après les chiffres de Statistique Canada, il s'agit d'une baisse de 1165 personnes pour les 4 dernières années. William Larouche, qu'est-ce qui explique cette baisse? Eh bien, ce serait la migration intraprovinciale, donc au Québec, de région en région, qui expliquerait cette baisse. On parle surtout des jeunes adultes entre 18 et 24 ans qui quittent la plupart du temps pour aller travailler ou aller aux études, surtout pour les régions de Montréal et Québec. On parle également de la Colombie-Britannique et de l'Ontario. Juste pour l'année 2016-2017, c'est environ 292 départs qui se sont faits, qui ont été notés pour la région métropolitaine de recensement de Saguenay. Donc, je me suis entretenu ce matin avec l'analyste de la division démographique de Statistique Canada, Claudine Provencher, qui m'a confirmé que la position concernant les RMR, qui ont perdu que dans la liste des RMR qui ont perdu le plus de population, Saguenay se retrouve à l'avant-dernier rang, juste avant la ville de Thunder Bay, en Ontario. Selon elle... RMR étant la région métropolitaine de recensement, c'est bien ça? Exactement. Génial. Puis, elle a toutefois certifié que les raisons pour lesquelles le Saguenay et Thunder Bay se retrouvent dans les dernières positions ne sont pas les mêmes. On peut l'écouter là-dessus. Dans le cas de Thunder Bay, eux, ont plus de décès que de naissances. C'est ce qui explique la diminution de la population. Tandis que Saguenay, eux, c'est des jeunes qui quittent la région. Parce qu'au niveau de l'accroissement naturel, comme j'ai dit, il y a encore plus de naissances que de décès au Saguenay. Et est-ce que le vieillissement de la population de Saguenay va aggraver la situation? Bien, pour le moment, même si l'âge médian est d'environ 40,3 ans à Saguenay, ce qui en fait le plus élevé au Canada, elle dit que non, tout va bien parce que si on prend les prévisions à long terme des naissances versus les décès, c'est favorable et ça va être positif pendant plusieurs années encore. Et rapidement, William, est-ce que la venue d'immigrants pourrait combler ce manque? Bien, en ce moment, pour 25 naissances, on a un immigrant, donc ça va être difficile. Mais même si on compte 57 immigrants qui sont venus s'établir en 2017 à Saguenay, ce qui fait que c'est 50 moins qu'en 2014. Merci beaucoup, William. La première édition du colloque annuel Action économique se tiendra le 22 mars prochain à Alma sous le thème « Démographie des enjeux de la main-d'œuvre ». Les différents représentants du comité organisateur ont procédé ce matin au dévoilement du thème des 3 panels qui seront présentés lors de l'événement. Le recrutement de la main-d'œuvre, sa formation et l'innovation dans le milieu de l'entrepreneuriat seront ici mis en vedette. On écoute le reportage de Juliette Lefebvre. Il faut à tout prix trouver de nouvelles avenues pour être capable d'intéresser notre jeunesse à s'installer chez nous. Tous les intervenants présents à l'annonce de l'événement étaient unanimes. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean doit attirer davantage la jeunesse pour régler ses problèmes de main-d'œuvre. Des acteurs du milieu de l'éducation, tels que la Commission scolaire Lac-Saint-Jean, seront aussi de la partie pour discuter des formations actuellement offertes. En effet, les entreprises ont des difficultés à recruter de la main-d'œuvre qualifiée pour combler certains postes. Malgré ces problématiques qui seront au cœur des discussions lors du colloque, cette rencontre se veut très positive, comme l'explique l'instigateur de l'événement et député de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier. On a des beaux projets qui s'en viennent sur notre territoire. Et le 22 mars prochain, ce sera l'occasion de célébrer un peu notre savoir-faire à nous et j'espère donner une impulsion nouvelle pour continuer à dynamiser notre milieu. Les 3 panels offerts lors du colloque auront pour objectif la discussion entre entrepreneurs. Chacun pourra ainsi s'inspirer des bons coups de ses collègues et prendre conscience des différents défis liés à la démographie. Le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie Lac-Saint-Jean-Est et organisateur de l'événement, Philippe Plourde, incite les entreprises à participer au panel. C'est des gens d'affaires qui composent ces panels-là. Puis fondamentalement, c'est qu'on amène les organisations à vouloir participer en grand nombre pour pouvoir s'inspirer de ce qui se fait de mieux et de ce qui se fait de bon dans la région. C'est à l'Hôtel universel d'Alma que se tiendra la première édition du colloque annuel Action économique.
Les entreprises de la région y sont conviées le 22 mars. Juliette Lefebvre, ATM Nouvelles, Alma. Un homme lutte toujours pour sa vie à la suite d'un accident survenu sur la route 170 à la baie aux alentours de 9h15 ce matin. L'homme qui était seul à bord du véhicule utilitaire sport a embouti un camion-remorque qui s'était immobilisé sur l'accotement. L'accident a eu lieu près de la scierie Gauthier. La visibilité était bonne et la chaussée n'était pas glissante. Un reconstitutionniste de la SQ a été dépêché sur les lieux pour comprendre ce qu'il s'est passé. Un homme et une femme ont été arrêtés hier soir dans les décombres de l'usine LP Girard à la baie. L'homme de 44 ans, qui était très bien connu des corps policiers, et la femme de 38 ans ont été pris avec environ 70 livres de cuivre par les policiers dans un petit boisé près de l'usine qui a été détruite par les flammes en janvier dernier. Ils ont été libérés sous promesse de comparaître ultérieurement. Le gouvernement libéral fait fausse route en compressant le budget attribué aux universités du Québec, ce qui engendre un recul de financement public au profit du privé. Les chercheurs de l'IRIS, Philippe Hurtaud, a donné une conférence ce midi à l'UQAC sur le thème de l'agonie de nos universités. Il a expliqué comment celles-ci deviennent de plus en plus proches du milieu des affaires. Camille Lacroix, qu'est-ce que M. Hurtaud reproche au système universitaire? Oui, le chercheur pour l'Institut de recherche et d'information socio-économique IRIS, Philippe Hurtaud, a dénoncé que le milieu universitaire est de moins en moins une place de connaissance et d'apprentissage. Le chercheur accuse les universités de suivre le modèle privé ayant la même gestion qu'une entreprise, le McDonald's par exemple. Selon lui, Andréane, les universités deviennent plus des lieux de recherche, ce qui a un impact négatif sur la démocratie. Et pourquoi la recherche est-elle néfaste pour les universités? Eh bien, selon M. Hurtaud, c'est parce que les investissements sont orientés vers la recherche appliquée qui sont plus influentes en économie que sur les avancées intellectuelles. M. Hurtaud explique que les investissements ne sont pas mis à la bonne place. On peut l'écouter. Donc, un chercheur qui travaille simplement pour faire avancer la connaissance scientifique dans son champ va avoir la difficulté à trouver des financements. Même son travail est fondamental, même si c'est ça le cœur de la recherche universitaire. Et est-ce que la concurrence entre l'université est bénéfique? En fait, l'économiste dénonce la concurrence entre les universités du Québec puisque les facultés sont dans l'obligation de faire des recherches qui rapportent financièrement et tout ça afin de garder leurs subventions. Dans sa conférence, M. Hurtaud affirme que les grosses universités vont toujours ressortir gagnantes et les petites perdantes. Donc, il donne comme exemple, sans manquer de respect à l'Université du Québec à Chicoutimi, que l'Université l'UQAC surpassera jamais McGill. Et est-ce qu'on peut prévoir un changement pour les prochaines élections? En fait, Andréane, M. Hurtaud imagine que si la CAQ a le pouvoir, le parti allait affronter les mouvements étudiants pour augmenter les frais de scolarité. Pour ce qui est des autres partis, il ne changerait pas la situation en faveur des étudiants et de l'apprentissage. Merci beaucoup, Camille. Ça m'a fait plaisir. Le député libéral de Dubuque, Serge Chimard, sollicitera un 3e mandat en octobre prochain. Il a précisé que ce n'est pas dans l'espoir d'obtenir un siège au cabinet des ministres, mais plutôt pour continuer de représenter les intérêts des citoyens à Québec. Le premier ministre Philippe Couillard se dit heureux de pouvoir compter sur Serge Chimard lors des prochaines élections. Le candidat à l'investiture péquiste dans Lac-Saint-Jean, William Fradette, affirme vouloir donner un souffle nouveau à sa circonscription avec des politiques basées sur 5 piliers: le dynamisme, la santé, l'éducation, la richesse et l'indépendance. C'est un retour aux sources pour le jeune homme de 22 ans qui revient dans la région après avoir étudié en droit à l'Université de Montréal. M. Fradette a rencontré notre journaliste Simon Lévesque ce matin. Bonjour, M. Fradette. Bonjour, Simon. Qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter en politique? Oui, bien moi, je me présente en politique, premièrement parce que je suis un gars qui est fier de ma région. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je suis un gars avec des convictions politiques qui sont extrêmement sincères. Et troisièmement, le plus important, c'est que j'ai la fibre militante en dedans de moi. Et ça, c'est essentiel à toute action politique. Et puis, quel serait vraiment votre plan pour la campagne à l'investiture? Oui, donc la campagne à l'investiture, moi, je vais aller faire une campagne de terrain. Comme je l'ai dit, je suis un militant. Et avec les membres du PQ dans Lac-Saint-Jean, on va axer la discussion autour de 5 thèmes, c'est-à-dire une région dynamique, une région éduquée, une région en santé, une région riche
et une région indépendante. Puis, de notre part d'idée, puisque vous êtes le fils de Jean-Marc Fradette, est-ce que vous croyez que ça va jouer dans votre campagne? Non, non, pas du tout. Puis, comme je l'expliquais hier, j'ai aucun problème avec cette étiquette-là familiale parce que, premièrement, mon père fait quelque chose d'entièrement différent de ce que je fais. Ma mère fait quelque chose d'entièrement différent de ce que je fais aussi. Puis, il n'y en a aucun de ces deux-là qui ont fait de la politique avant. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Les gens m'ont fait la part des choses, j'en suis certain. Puis, vous parliez de la région du Lac-Saint-Jean. Quels sont vraiment vos projets pour la région? Oui, bien, moi, je ne veux pas sauter d'étape, on s'entend. Donc, moi, je vais me concentrer pendant l'investiture, d'aller parler aux membres du PQ dans Lac-Saint-Jean parce qu'essentiellement, il faut se le rappeler, la campagne d'investiture, ça va être de choisir qui va représenter le Parti québécois dans Lac-Saint-Jean, la circonscription de Lac-Saint-Jean. Mais comme je vous dis, moi, c'est certain que la région dynamique et la région éduquée, en même temps que la région, la région indépendante, moi, c'est trois thèmes qui sont encore plus forts à l'intérieur des thèmes forts. Mais moi, c'est certain, par exemple, les projets comme la région éducative, moi, je veux qu'on ait tourné autour de ça. Je trouve ça super intéressant. Puis, ça va être pas mal autour de ça, oui. Puis, est-ce que ce serait votre première implication en politique ou vous en avez fait d'autre part? Je me suis impliqué avant, effectivement. Premièrement, quand je suis arrivé au Parti québécois en 2014, après avoir parlé avec M. Cloutier lorsque j'étais au cégep d'Alma dans le temps, je me suis impliqué dans l'élection générale de 2014 en tant que militant. Ensuite, j'ai fait les 2 courses à la chefferie qui ont suivi, où Alexandre Cloutier se présentait pour devenir chef du parti. Vous parliez d'Alexandre Cloutier. Pourquoi vraiment avoir choisi le Parti québécois? Ah, le Parti québécois. Premièrement, comme je vous disais, je suis un militant. Moi, j'étais là au Congrès en octobre dernier et avec plein d'autres jeunes, mais aussi des plus vieux puis des moins vieux, on a adopté une plateforme qui est magnifique et je suis certain que quand on va aller sur le terrain, les gens vont constater exactement la même chose que j'ai constaté. Le Parti québécois, c'est un parti en vie, un parti avec des idées puis un parti qui est au diapason des Québécois. Puis vous sembliez proche d'Alexandre Cloutier. Est-ce que ça vous a attristé qu'il quitte la vie politique? Moi, je ne le savais pas. Quand il l'a annoncé, c'est sûr que j'étais surpris. Moi, j'étais persuadé que j'allais revenir au Lac-Saint-Jean, comme je le fais à chaque été depuis que j'étudiais à Montréal, pour revenir comme étant militant pour Alexandre pour l'élection générale d'octobre. Évidemment, quand il a décidé de partir, moi, la réflexion s'est enclenchée parce que j'avais toujours gravité dans ce milieu-là depuis 2014. Puis, vous affrontez le syndicaliste Marc Maltais. Est-ce que vous croyez que ça va être difficile ou est-ce que vraiment... comment vous voyez ça d'affronter M. Maltais? Moi, je crois que ça va être une super belle campagne qui va tourner autour, comme je vous disais, des 5 thèmes forts que j'ai dit, mais probablement aussi des idées que Marc va amener. Moi, je me qualifie pas par rapport aux autres non plus. Je pense que je vais amener du dynamisme dans cette course-là. Puis je suis certain aussi que M. Maltais, ainsi que probablement Mme Tardy, bientôt, vont être bien contents qu'on puisse jouer sur tous les tableaux à ce moment-là. Puis parlant de Mme Tardif, est-ce que vous croyez que ça va changer quelque chose d'une course à 3? C'est différent de oui, c'est extrêmement différent parce que les membres, quand ils vont être appelés à choisir, premièrement, s'il y a juste 2 personnes, bien, il n'y a qu'un tour, évidemment, parce que c'est à 50 plus 1 que l'investiture fonctionne pour désigner la personne qui va être candidat. Donc, en étant à 3, il peut se passer beaucoup de choses lors de l'investiture. Il faut rappeler, on va tous faire des discours lors de l'investiture. Et les membres sur place vont choisir. Puis, à 22 ans, croyez-vous que ça pourrait faire peur aux gens de voter pour vous ou c'est vraiment un vent de changement de votre côté? Absolument pas. Je crois qu'ils sont non seulement prêts, mais ils l'ont fait par le passé avec M. Cloutier, avec M. Tremblay. Je pense que les gens sont absolument ouverts à des candidatures jeunes et ils sont conscients aussi à l'intérieur du Parti québécois qu'on a besoin de vent de renouveau parce qu'il y en a des jeunes, mais comme je le disais à plusieurs occasions, il n'y en a jamais assez des jeunes. Ça en prend tout le temps des jeunes. Puis les gens vont vouloir voter pour ça, mais ils ne voudront pas juste voter pour ça. Ils vont se rendre compte, et je crois qu'hier, je l'ai prouvé, que je suis un candidat sérieux et que ma campagne va le prouver encore plus que la conférence de presse hier. Puis en parlant du Parti québécois, le Parti québécois est derrière dans les sondages. Donc, qu'est-ce que vous croyez de ça? Est-ce que d'ici octobre, vous pensez que ça devrait changer? Ou... Je ne crois pas seulement que ça va changer, je suis persuadé que ça va changer. Écoutez, les gens ne voteront pas le 20 février 2018. C'est pas aujourd'hui l'élection. L'élection est le 1er octobre. Puis les sondages, si vous voulez mon avis, ils se sont accélérés au fil des derniers mois à un point où je crois qu'on ne peut plus vraiment discerner ce qui est dit dans les sondages de ce qui est dit dans la population. Je pense que c'est plus ou moins collé à la réalité. Donc, moi, de toute façon, comme je l'expliquais, je suis un candidat qui crée des situations gagnantes. Je n'attends pas. Donc, les sondages, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Puis, à un jeune âge, avec vos études en droit, est-ce que vous croyez que vous allez voir vraiment différemment
la politique que les autres candidats? Le droit apporte une perspective certaine, mais le droit, c'est pas tout non plus. Le droit, ça permet de comprendre comment le système fonctionne et surtout, ça permet de savoir comment le changer. Ça, c'est ce que le droit m'apporte. Mais mon expérience militante m'apporte beaucoup plus pour faire de la politique. Parce que moi, j'ai rencontré des gens déjà, j'ai fait des appels, j'ai fait du porte-à-porte, je me suis promené dans différents coins du Québec, dans les pas dans les investitures, pardon, dans les courses à la chefferie. Je suis sur le terrain, je le vois. Ça, c'est beaucoup plus que ce que le droit peut m'apporter. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Les députés péquistes de la région uniront leurs forces dans l'ensemble des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean le 28 février prochain lors d'une demi-journée de discussion pour une meilleure concertation locale. Une fois réunis, les élus pourront réfléchir sur ce que pourrait être une plateforme idéale pour la région. Emmanuel Renaud, vous avez assisté à une conférence de presse. Pourquoi est-ce que les élus péquistes organisent-ils cette rencontre? En fait, ils l'organisent puisque c'est depuis la disparition de la conférence régionale des élus en 2015, il n'y a plus vraiment de moyens aux élus de la région de se rencontrer afin de parler des enjeux régionaux. Et puis, il y a plusieurs acteurs de la région qui se sont plaints aux députés. Et puis, on écoute Alexandre Cloutier à ce sujet. Plus que jamais, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a besoin de discuter des enjeux, de discuter de ses défis. Et partout dans nos rencontres, c'est ce qu'on nous a dit. Et qui participa à cette concertation? Eh bien, on vise davantage les maires, les préfets, aussi les députés fédéraux et provinciaux de toute la région. Et puis, Mireille Jean a spécifié qu'il n'y aurait pas de partisanerie lors de cet événement. En plus de cette organisation, il y aura d'autres personnes qui seront présentes. On écoute Mireille Jean à ce sujet. Et on invite aussi la société civile, des représentants de différents groupes qui font de la concertation dans leur secteur, comme la culture, l'économie, le communautaire, les jeunes, l'éducation. Bref, la société civile est aussi invitée à cette réflexion collective. Cette initiative a déjà été réalisée dans la région du Bas-Saint-Laurent, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et puis, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'en inspirera d'ailleurs de ce qui a été fait dans la région du Bas-Saint-Laurent. Et on écoute M. Sylvain Godreau qui explique que, en fait, la région a été pionnière dans le domaine de la concertation. On a toujours été très, très pionniers en matière de concertation régionale. Et c'est dans cette perspective historique qui est vraiment collée à la réalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean que nous lançons encore cette invitation cette fois-ci. Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. L'éclosion simultanée des souches A et B de l'influenza accentue la pression sur les 6 hôpitaux de la région. Normalement, une première souche fait des ravages tard à l'automne et la deuxième se déclare seulement vers la mi-février. De plus, le vaccin n'aurait pas été le plus efficace cette année, avec seulement 10 % contre la souche A et 55 % contre la souche B. La direction de la santé publique précise que les urgences reçoivent quotidiennement plus de 500 personnes depuis une dizaine de jours. Les patients s'y présentent avec toutes sortes de problèmes de santé, mais particulièrement avec les symptômes de la grippe. La saison de la grippe se termine au début du mois d'avril. Jean-Philippe Wautier animera seul le gala des Gémeaux le 16 septembre prochain. Depuis 2 ans, l'animation du gala était une tâche partagée entre lui-même et Éric Salvaille. La 33e soirée des prix des Gémeaux sera diffusée à Radio-Canada. Au sport maintenant, déception pour l'équipe de patinage de vitesse féminine aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Elles ont été disqualifiées à l'issue de la course à relais. Valérie Maltais a été entraînée dans la chute d'une patineuse coréenne, ce qui a causé un retard d'1 tour sur l'équipe chinoise et l'équipe coréenne. La faute qui aurait causé la disqualification est survenue à la ligne d'arrivée alors que Kim Boutin aurait coupé la ligne de trajectoire des Chinoises. C'est la première fois depuis 1992 que le Canada est exclu du podium au relais. Sur une meilleure note, Marianne Saint-Gelais, Kim Boutin et Valérie Maltais se sont qualifiées pour leur dernière course individuelle, le 1000 mètres, disputée jeudi matin. Samuel Girard s'est aussi classé pour les quarts de finale du 500 mètres chez les hommes. Pour sa part, Charles Hamelin a terminé 3e de sa vague. Il n'accompagnera donc pas son dauphin pour la suite des choses. L'entraîneur-chef des Petits Saguenayens de Chicoutimi, Jonathan Fleury, était très fier de la performance de ses jeunes joueurs après leur victoire au tournoi Pee-Wee international de Québec dimanche dernier.
M. Fleury a vanté la discipline et le travail d'équipe de ses protégés. Mon collègue Alec Lamoureux s'est entretenu avec lui plus tôt aujourd'hui. Bonjour, M. Fleury, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Félicitations pour votre victoire au tournoi de Pee-Wee de Québec. Merci. Comment on se sent d'être champion d'un des plus gros tournois Pee-Wee au monde? On se sent très bien. C'est sûr que c'est un très beau feeling. On ne peut pas demander un feeling mieux que ça quasiment au hockey là, à notre niveau. On se sent très, très, très bien. Et comment vos jeunes ont réagi après la victoire de votre équipe? Ils ont réagi d'une façon instinctive. S'ils étaient contents, ils ont célébré, les cas sont partis, les bâtons ont levé. Ça a été dur de retrouver tout ça après, mais ils ont réagi très, très bien, puis instinctivement, là, ils étaient contents. Là. En tant qu'entraîneur, vous, de votre côté, comment vous avez trouvé la victoire? Le match en général, ça n'a pas été notre meilleur match de l'année. Par contre, on a trouvé une façon de gagner. C'est sûr qu'en troisième période, là, quand le filet désert s'est marqué, là, on était extrêmement contents. Puis là, c'est là qu'on a compris qu'on venait de gagner ce match-là. Puis on venait de gagner une finale devant 10 000 personnes. Fait qu'on était vraiment contents. Vous aviez perdu votre premier match en ronde préliminaire. C'est quoi que vous avez dit à vos joueurs après cette partie-là? On ne s'est pas fié au résultat du match. On avait joué quand même un bon match. On le savait qu'on affrontait une bonne équipe. C'est une équipe qu'on connaissait, le Noir et Or là, de Mortagne. C'est une équipe qu'on avait déjà affrontée. Fait qu'on s'est vraiment fié au processus du match. Le match avait été bon. On avait mené une partie du match. C'est ça qu'on leur a dit. On est revenu au Saguenay, on a pratiqué sur les choses qui avaient peut-être fait défaut dans ce match-là. Puis on a recommencé la routine. Puis à partir du match 2, on jouait déjà du meilleur hockey. Là. Justement, c'était quoi les ajustements que vous aviez faits entre ces deux matchs-là? Je pense que c'est de jouer avec plus d'émotion. Okay. C'est vraiment d'entrer dans un mode tournoi. Là. La saison, c'est quelque chose, mais les tournois, c'est autre chose. On veut vraiment entrer dans un mode où les jeunes jouent avec de l'émotion. Quand tu marques un but, c'est pas anodin. Quand notre goaler fait une belle arrêt, c'est pas anodin. C'est vraiment d'amener de l'émotion. C'est autant nous derrière le banc que eux, ça a créé cette émotion-là. C'est au fil des matchs, plus les buts étaient importants, plus l'émotion explosait. Puis je pense que ça amène une émotion de tout le monde. Peu importe t'es qui là, sur la glace, je pense que t'es vraiment content. C'était quoi la plus grande différence entre ce tournoi-là et les autres tournois que vous faites au courant de la saison? La plus grande différence, je pense, c'est la provenance des équipes. On a affronté l'Arizona, la Suisse, on a affronté Syracuse. C'est toutes des équipes qui... Je disais aux gars, j'ai dit, ça sert à rien de leur parler. Ils comprennent pas ce que tu leur dis, fait que concentre-toi sur ton jeu à toi. C'est vraiment des équipes qui provenaient de eux, puis on voulait leur montrer qu'au Québec, on sait jouer au hockey. C'était vraiment nous autres, c'est notre sport. Puis c'est ça la plus grosse différence. Puis même en demi-finale, finale, on a affronté des équipes que, oui, sont dans notre ligue, mais c'est des divisions qu'on n'affronte pas. Fait que l'Arsenal du Lac-Saint-Louis qui représentait les mini-Canadiens, puis l'Armada de Blainville qui était représentée par les Pionniers, c'est pas des équipes qu'on affronte. Fait que c'est des équipes qu'on connaissait pas, fait qu'on se concentrait vraiment sur notre équipe, puis ça a porté fruit. On se prépare comment, justement, pour jouer contre des équipes qu'on n'affronte pas puis qui peuvent venir de la Suisse, de l'Arizona? Je pense pas que vous avez bien de rapport des autres équipes pour les affronter. Non, on n'a aucun rapport. C'était pas des équipes qu'on avait vues jouer. On avait juste on les avait pas vu jouer, mais on avait des scores contre des équipes qu'on connaissait. Fait que là, tu te fies à ça, mais tu peux pas vraiment te fier à ça. Tu te prépares de la meilleure façon possible. Tu dis aux gars, il faut jouer notre meilleur match possible. Tu sais pas à quoi t'attendre. C'est peut-être une équipe qui est extrêmement forte, c'est peut-être une équipe qui est extrêmement faible. Tu te prépares de la meilleure façon possible, puis tu te dis, il faut jouer notre meilleur match possible pour avancer à chaque fois. Puis à chaque fois, on joue un match supérieur au précédent. Donc là, ça, c'était parfait parce que plus en plus le tournoi avançait, plus en plus les équipes étaient fortes, étaient meilleures, là, parce qu'ils avaient battu d'autres équipes. Là. Comment vous avez trouvé le calibre des équipes qui venaient plus à l'international, comme l'Arizona? Ça dépendait vraiment. Parce que, tu sais, on parle un petit peu avec les coachs, là. À ma grande surprise, l'Arizona, Syracuse, il y avait tous des coachs francophones. Puis la Suisse aussi. C'était des coachs québécois en plus. OK. Ouais, c'était des anciens joueurs là, qui avaient joué, puis ils étaient rendus là. Puis soit que c'était des équipes qui se préparaient pour les années suivantes, ou des équipes qu'il y avait leur club là, mais que c'était pas... on n'a pas affronté de puissance non plus, là. La plupart des matchs, on les a quand même contrôlés, puis je pense pas qu'on perdrait contre ces équipes-là. Est-ce que vous avez une pression supplémentaire, vu qu'il y a 2 ans, il y avait une équipe du Saguenay qui avait remporté la grande finale du tournoi Pee-Wee de Québec? Pas pression supplémentaire, mais on avait des encouragements.
C'est tous des joueurs encore qu'on côtoie tous les jours. Là. On les voit tous les jours, ces jeunes-là sont rendus bantam. Là. Puis moi, c'est des jeunes que j'avais déjà coachés aussi au niveau bantam première année. Puis je les côtoie. Fait que tu leur demandes c'est quoi l'expérience. Ils parlent avec les joueurs pour leur dire un petit peu c'est quoi la... Ils les réconfortent, ils les suivent dans le processus. Puis quand on a gagné, là, c'est eux autres, je les ai vus hier, puis ils étaient extrêmement contents, la cohorte qui avait gagné il y a 2 ans. Là. Ils étaient extrêmement contents, puis ils nous félicitaient. Puis, on sent une fierté là, que, OK, nous, on est les premiers, mais vous êtes les deuxièmes, puis il va peut-être en avoir là, avec la suite. Là. Est-ce qu'on y a agi un petit peu comme mentor envers ces jeunes-là, les plus vieux? Oui, peut-être un petit peu, oui. Peut-être un petit peu. Puis même tu sais, je sais qu'il y a des jeunes qui se parlaient entre eux, là, les plus vieux et les plus jeunes, puis ils leur parlaient de l'expérience. Puis oui, on agit comme mentor, oui, je pense. Et rapidement, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de changements pour les prochaines éditions de votre équipe? Je pense pas. Là, moi, l'année prochaine, mes joueurs tombent au niveau bantam. C'est les Pee-Wee première année qui vont monter. Il n'y aura pas de changement. Je pense que l'équipe est bien vue au tournoi Pee-Wee de Québec. Puis ça va être rien qu'une continuité. Là. On va essayer de faire d'autres belles représentations comme ça. Bien, merci beaucoup, M. Fleury. Bonne fin de saison. Merci. À la météo, William Tremblay, les automobilistes devront être prudents sur les routes? Alors oui, tout à fait, Andréane, la prudence sera de mise ce soir sur les routes à Saguenay. Un maximum de moins 5 degrés prévu pour la soirée avec une température ressentie de moins 12 degrés. Et pour cette nuit, un maximum de moins 3 degrés avec une température ressentie de moins 9. Une alerte de pluie verglaçante sera aussi en vigueur pour ce soir et cette nuit à Saguenay. Et pour la réserve phonique des Laurentides, la température devra atteindre les moins 2 degrés avec une alerte de pluie verglaçante en soirée. Et pour la nuit, une température de 2 degrés avec une faible pluie. Et pour demain, des températures à Saguenay allant jusqu'à 6 degrés Celsius, une température ressentie de 2 et une faible pluie. Et pour la réserve phonique des Laurentides, la pluie devrait se poursuivre dans la journée avec des températures allant jusqu'à 6 degrés. Conclut ce web journal. Mesdames et messieurs, bonne fin de soirée.